Bonjour à tous, merci d'être présents à notre événement. Est-ce que vous pourriez juste nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien? Tout est OK? Super, merci beaucoup pour votre retour. Donc voilà, les gens vont se connecter petit à petit. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour votre présence à cet événement, à cette table ronde qui aborde un sujet assez épineux, assez intéressant, donc la sécurité dans le cloud, comment adopter le principe de Zero Trust. C'est une table ronde qui s'inscrit dans une série de tables rondes qu'on organise à peu près tous les mois sur différents sujets autour du cloud, du DevOps, mais également du digital workplace, donc notre cœur de métier, enfin nos 3 cœurs de métier, pardon. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui donc 3 experts avec moi pour cette table ronde qui va durer environ 45 minutes, 1 heure. Est-ce que vous souhaitez vous présenter rapidement, Christophe? Peut-être tu souhaites démarrer? Allez, bonjour à tous. Donc moi Christophe Lefoc, solution architecte chez Synapsys depuis quelques mois et précédemment responsable du centre de compétences cloud chez un gros promoteur immobilier pendant quelques années avec 5 ou 6 années d'expérience sur AWS. Sylvain? Je vais continuer, donc je suis Sylvain Le Soudaire, moi je suis chez Synapsys depuis 7 mois, 8 mois. Avant j'étais chez un fournisseur de cloud en tant que TAM, et ça fait quelques années que je travaille dans le domaine, ça fait presque une décennie. Voilà. Et ouais. Et Loïc, Clément. Bonjour à tous, donc je me présente, Loïc Clément, ça fait pareil 7-8 mois que je suis arrivé chez Synapsys et je travaille dans plusieurs grands groupes sur le cloud Azure. Super. Mais merci beaucoup effectivement à tous les 3 pour votre présence pour cette table ronde. Moi-même, Nathalie Oyos, directrice marketing et communication du groupe Synapsys. Donc Synapsys, très rapidement, donc nous sommes une société de services spécialisée sur les métiers du cloud, du DevOps et du digital workplace. On a également d'autres practices autour de la data, de la transformation des systèmes d'information et du green IT. On est composé de 180 consultants environ qui œuvrent chez nos clients, essentiellement des grands comptes de tout secteur d'activité sur des projets de transformation des infrastructures parfois assez complexes, assez consistants. Et on est présent donc à Paris, à Lille et à Lyon. Mais on a également une agence à Kuala Lumpur. Voilà, pour la présentation de l'entreprise. Donc, on en revient à notre sujet, donc la sécurité dans le cloud, comment adopter le Zero Trust, qu'est-ce que ça implique, quels sont les enjeux, la méthodologie, les outils finalement qui vont vous permettre de pouvoir sécuriser vos systèmes, vos données dans le cloud. C'est une table ronde vraiment qui se veut collaborative, participative, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra en live, on est là aussi pour ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer, ou nous donner votre opinion ou poser vos questions. Donc, pour le contexte général peut-être sur la sécurité de façon large. Sylvain, je vais démarrer. Oui. Je vais démarrer. Alors, il n'y a pas très longtemps, à savoir hier matin, Vincent Strubel, donc le directeur général de l'ANSSI, a indiqué que la France était une cible privilégiée des hackers. Il ne sait pas exactement dans quelle proportion cela va se passer, mais il indique que le nombre de cyberattaques risque de croître fortement en France, alors que la principale menace que lui identifiait, c'était la partie rançongiciel, donc en bon anglais, les ransomware, qu'on voit régulièrement, qui attaquent des différents hôpitaux. On peut parler aussi de Logbit, qui a été démantelé, puis refait quelques jours après. Donc, d'un point de vue global, la sécurité, que l'on soit dans le cloud on-prem ou même dans la vie de tous les jours, quand vous avez vos données qui sont réparties sur Internet, c'est un sujet qui a beaucoup d'importance et qui était évidemment très bien pris en compte par nos fournisseurs de cloud. Et nos fournisseurs de cloud, dans tous les cas, ils essayent au maximum, alors c'est vrai pour les 4 grands, donc AWS, Azure, GCP et AliCloud, de mettre en place la sécurité par défaut. Pour ça, ils ont commencé par mettre en place un modèle de responsabilité partagée qui est relativement simple à comprendre, c'est-à-dire que de leur côté, ils ont des responsabilités,
en tant que fournisseur, et côté client, donc côté utilisateur de la plateforme cloud, l'utilisateur a lui aussi des responsabilités. Ils appellent ça le Shared Responsibility Model, en bon français aussi. Et donc l'idée, c'est le cloudeur est responsable de l'accès physique à l'intégralité des matériels, il est responsable du patch, de l'ensemble des matériels, on parle bien du matériel, et il est aussi responsable de l'intégralité des plateformes. Au-delà de ça, c'est le client qui, cette fois-ci, donc l'utilisateur du Service Cloud, qui lui va devoir mettre en place toutes les briques de sécurité qui sont mises à disposition par le ou les fournisseurs de cloud que vous allez avoir. Et donc l'idée, ça va être à la fois, eux, de leur côté, ils vous fournissent la plateforme et vous utilisez les différents services qui sont présents et qui sont fonctionnels. Par défaut, la plupart des fournisseurs de cloud vont vous fournir une plateforme qui est paramétrable et surtout qui, par défaut, protège de tout. C'est-à-dire que par défaut, c'est paramétré pour que rien ne puisse accéder. Voilà. Et donc ça, c'est l'une des premières briques vis-à-vis du Zero Trust que je vais laisser Loïc vous présenter. Alors, on va déjà essayer de définir ce qu'est le Zero Trust. Donc, le Zero Trust, c'est une approche où nous allons considérer que chaque connexion, action ou même composant est hostile par défaut. Il ne faut plus avoir une confiance implicite, mais une confiance explicite. On va la découper en 4 piliers qui sont la sécurité périmétrique, l'usage de certificats, la gestion des droits et des utilisateurs, ainsi que le chiffrement. La phrase à retenir quand on parle de Zero Trust est ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Il y avait une métaphore intéressante, il me semble, qu'on avait évoquée ensemble et je trouve qu'elle est très parlante. Sylvain, je ne sais pas si tu veux la partager. Oui, c'était le château fort à l'aéroport. Donc, quand on est on-premise, c'est très classique d'avoir une sécurité qui est dite périmétrique, donc avec un seul périmètre, une grosse barrière, une énorme muraille qui permet d'arrêter les assaillants. Mais une fois qu'on est à l'intérieur du château fort, en fait, on peut quasiment tout faire, on peut aller à peu près n'importe où. Entre la haute cour et la basse cour, on peut se déplacer sans problème. À l'inverse, l'aéroport, on a des différents niveaux de sécurité, et c'est vraiment l'idée du Zero Trust, c'est que petit à petit, on va pouvoir aller dans des composants qui sont un petit peu plus profondément ancrés dans le système d'information. Et donc l'idée, c'est d'avoir non pas une épaisseur, une énorme muraille qui fait tout le tour, mais c'est d'avoir plusieurs épaisseurs de murailles plus petites, mais pas forcément impénétrables non plus, hein, au contraire, il faut qu'elles le soient toutes, qui sont là pour faire de la défense avec différents niveaux. On va parler de défense en profondeur pour ce cadre-là. Et donc, tous les fournisseurs de cloud fournissent des outils qui permettent de faire ce type de protection et de sécurisation de vos infrastructures cloud. Intéressant. Christophe, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, mais tout à fait, pour compléter justement sur cette vision et notre définition effectivement que Sylvain a pu indiquer, hein, la défense en profondeur, c'est qu'aujourd'hui, on peut prendre l'exemple que tout le monde a connu du cheval de Troie, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, une fois qu'on est rentré, on peut tout faire indirectement, et cette vision-là, de château fort et vision d'aéroport, c'est vraiment là-dessus qu'il faut tendre. Et quand on parle de Zero Trust, c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut essayer de développer. Et un autre exemple, pour mon expérience dans l'immobilier, si vos portes sont ouvertes, vous avez mis une alarme, il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Les voleurs ils vont rentrer, donc l'image est assez simple. Mais aujourd'hui, effectivement, quand on parle de sécurité en profondeur de Zero Trust, il faut effectivement appliquer des niveaux de sécurité à tous les niveaux. Un autre exemple, je pense que vous avez tous un compte bancaire, vous avez tout votre espace client sur votre mobile ou sur le site web de votre banque. En fonction du niveau attendu, vous vous connectez. La plupart du temps, vous pouvez vous connecter avec une simple authentification. Lorsque vous commencez à faire des virements, il y a une double authentification. Quand vous commencez à vouloir ajouter un bénéficiaire, il y a parfois une troisième authentification. Et donc, c'est vraiment ça le niveau attendu aujourd'hui. Les banques l'appliquent beaucoup et d'autres entreprises l'appliquent également. Et c'est ce modèle-là, quand on parle de Zero Trust, qu'il faut appliquer. Trouver un niveau de sécurité attendu en fonction des attentes et de la criticité des données ou du service que vous allez proposer. Un autre exemple, on parle beaucoup de MFA, oui, mais ça ne veut pas dire que pour autant il faut l'appliquer partout.
Il y a peut-être des services sur lesquels il faut d'abord une porte d'entrée, vous laissez effectivement l'accès, et en fonction des niveaux de service que vous utilisez, effectivement, il y a plus de sécurité. C'est vraiment un niveau en profondeur, en fonction des niveaux de service que vous êtes amené à offrir à vos clients. Vous devez vous poser ces questions-là. Quel est le niveau de sécurité attendu? Et donc, tous nos fournisseurs de cloud fournissent évidemment l'intégralité des outils pour pouvoir mettre en place ce genre de défense. D'ailleurs, je crois, Nathalie, que tu avais un sondage sur ce sujet. Ouais, exactement. Donc, effectivement, pour guider un petit peu les échanges et puis pour se rendre compte un petit peu de la population, enfin de votre équipement, d'une certaine façon, vos fournisseurs, on avait des petites questions à vous poser. J'espère que vous voyez mon sondage. Je l'ai vu passer, moi, le sondage. Alors, et pour développer justement, donc pendant vous avez l'occasion effectivement de répondre à ce questionnaire-là, comment on décline effectivement cette sécurité-là dans une démarche cloud, et même assez généraliste, mais aujourd'hui effectivement l'objectif de cette table ronde-là, c'est principalement la sécurité dans le cloud, mais aujourd'hui il y a différents piliers, différents aspects de la sécurité. Le premier accès qui est assez simple à prendre en compte, c'est la gestion de l'identité des accès. Donc, ce qu'on appelle effectivement Identity Access Management. Aujourd'hui, différents services. Donc, effectivement, il y a le premier sondage qui est arrivé. Donc, 73% des personnes, effectivement, sont plutôt multi-cloud et 27% mono-cloud. Et il y a un autre sondage là qui vient juste d'arriver. Je vous laisse quelques minutes quelques secondes pour y répondre. Christophe, vas-y, je t'en prie. Je voulais pas te couper. Non, t'inquiète. Donc voilà, on le voit, en fait, peu importe le fournisseur de cloud, si on prend l'exemple de la gestion des identités, que ça soit chez AWS, vous avez la possibilité de fédérer ces identités-là avec différents fournisseurs, même justement des fournisseurs type Azure, et Entra ID par exemple. Il y a après un autre pilier qui est également à prendre en compte, c'est la détection des intrusions, avec différents services qui vont vous permettre de détecter en cas de défaillance sur votre système, vous remontez les alertes, détecter effectivement ce qui transite sur votre réseau. Si vous avez des briques d'IoT, il y a également des services qui sont mis à disposition chez les différents cloud providers pour vous proposer également de la sécurité à ce niveau-là. Aujourd'hui, tous les différents cloud providers vous proposent effectivement différents composants en fonction des niveaux attendus. Un autre élément et un autre pilier à prendre en compte, c'est la protection des infrastructures. Sylvain l'a indiqué, l'infrastructure physique est protégée par le cloud provider, pour autant, par défaut, pour autant, il y a des composants que vous avez en responsabilité. Et quand on parle de responsabilité partagée, plus vous allez avoir tendance à utiliser des services managés, donc passage du IaaS au SaaS, FaaS et ainsi de suite, moins votre responsabilité sera prise en compte. Pour autant, si vous avez effectivement une quantité assez conséquente d'instances EC2 ou de VM, pour faire très simple, effectivement, la gestion du socle OS, la gestion des firewalls, etc. est totalement votre charge. Enfin, bien entendu, on en parle beaucoup, la protection de la donnée est un autre pilier à prendre en compte. Que ça soit également pour le chiffrement, que ça soit également pour les interactions, les interconnexions, le chiffrement, que ça soit au repos ou en transit, tous ces éléments-là sont également à prendre en compte. Enfin, un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on le sait très bien, on a beau parler de Zero Trust, la question, c'est pas de savoir comment, mais quand on va se faire attaquer. Parce qu'on a beau mettre en place toutes les mesures de sécurité, il faut avoir une capacité de réaction. Et justement, le dernier pilier effectivement à prendre en compte, c'est la réponse sur incident. Quels sont effectivement vos modèles pris en compte? Et aujourd'hui, il y a différents services, je vais en citer quelques-uns sur AWS, qui vous permettent de vous accompagner. Il y a Amazon Detective qui va vous proposer effectivement d'avoir différents éléments et vous accompagner dans la détection d'incidents. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à compléter, mais c'était déjà quelques piliers. Et enfin, si un des derniers que je n'ai pas cité, et vous m'en excusez, c'est la conformité. La sécurité est quelque chose sur lequel il faut réitérer. Et comment réitérer? Il faut vérifier à un instant T dans quel état vous êtes, vérifier votre conformité et réévoluer, remodifier votre sécurité au fur et à mesure du temps.
Et au-dessus de tous ces aspects de sécurité, il y a aussi tous les processus qui sont à mettre en place autour de votre sécurité. Alors, en général, quand on passe dans le cloud, il faut bien faire attention à un point, c'est que les outils que vous aviez habituellement dans on-prem, que ce soit votre IDS, votre WAF, votre firewall ou votre gestionnaire d'identité, ils sont parfois éclatés en plusieurs briques. AWS aime beaucoup faire ce genre d'éclatement et avoir de nombreuses briques de Lego qui sont un peu éparpillées, parfois un peu compliquées à utiliser. A contrario, Azure aime bien un peu plus rassembler les choses, mais dans les deux cas, on a toutes ces briques qui sont mises à disposition. Et quand on parle de processus de sécurité, on parle bien de démarrer un processus de sécurité, de démarrer avec un ou plusieurs RSSI. Généralement, on commence avec un. Et quand on passe dans le cloud, la première chose à savoir, c'est savoir, ça je sais que Christophe, il va adorer cette remarque, c'est savoir d'où l'on part. C'est exactement avoir l'état de ce que l'on fait actuellement, de savoir quels sont les processus de sécurité que l'on a mis en place au sein de son entreprise, comment est-ce que ces processus de sécurité sont gérés, qui voit quoi, et comment. Donc, dans tous ces processus, c'est vraiment de là qu'on va partir, et c'est une manière de faire qui est assez cyclique. Quand on est dans le cloud, c'est l'énorme avantage que l'on a, c'est que on peut souscrire à une offre en quelques secondes, et on peut aussi se retirer d'une même offre en quelques secondes. Ce qui fait que quand on est on-prem, généralement on définit sa sécurité avec une vision sur 3, 4, voire 5 années, alors que quand on est dans le cloud, on peut définir sa manière dont on va répondre à une problématique de sécurité sur les 2, 3 ou 4 prochaines semaines, et puis après on va faire une itération supplémentaire, re-regarder l'état de sa sécurité et dire il y a une brique qui manque. Par exemple, j'aimerais bien que on sache exactement qui se connecte à l'ensemble de mes machines. Bon, ça, c'est une brique de sécurité, et on peut avoir ce genre d'informations alors qu'on ne l'avait pas on-prem, par exemple. On pourra parler, par exemple, d'usage de Bastion dans ce cadre-là. Et vos fournisseurs de cloud préférés, donc là, je vois que le numéro 1, alors ça va nous faire plaisir à Christophe et à moi parce qu'on les connaît bien, c'est AWS. Et juste derrière, Loïc, désolé pour toi, c'est Azure. Voilà. D'ailleurs, pour vous donner juste les résultats du sondage, donc c'est AWS pour 42% des personnes, suivi de Azure, et puis d'autres fournisseurs cloud, et de manière moins représentative de GCP. Donc essentiellement AWS et Azure. Voilà. Et quelqu'un dans le chat d'ailleurs posait la question par rapport à ce que tu viens de dire, Sylvain. Est-ce que tu évoques ici l'aspect gouvernance ? Tout à fait, c'est exactement cette idée-là, c'est vraiment de mettre en place, quand on parle de processus de sécurité, on parle bien de gouvernance. Quand Alors, je vais faire référence à la table ronde précédente. Quand on démarre son voyage vers le cloud, alors ça c'est une expression très AWSienne, généralement on met en place une équipe qui va gérer le cloud. Alors elle pourra avoir différents noms, Team Cloud, Cloud Team, COE, CCOE, etc. Il y a beaucoup de terminologie pour la même équipe. Mais à l'intérieur de cette équipe, il y a toujours une personne qui fait de la sécurité. Alors souvent, ça peut être un SecOps, ça peut être aussi un RSSI. Et donc c'est cette personne-là qui va être à un moment ou à un autre le responsable de la sécurité dans le cloud. Donc il ne va pas être responsable de la sécurité de la plateforme, il va être responsable de la manière dont on utilise les composants de sécurité dans son fournisseur de cloud. Et ça, c'est un gros paradigme auquel il faut bien faire attention. Quand on est dans une DSI classique, on a des responsables d'un service particulier, et quand on passe dans le cloud, on a des responsables de la manière dont on utilise un service, mais par contre, la responsabilité de l'usage du service, elle est dévolue aux équipes en charge des applications. Elle n'est pas dévolue en charge à une équipe, à une DSI très centralisée. On est vraiment sur un modèle qui est très différent avec de la répartition des rôles. C'est pour ça qu'on va entendre parler souvent de nos spécialités chez Synapsys, DevOps, DevSecOps, qui ont ce genre de rôle et qui, eux,
portent une part de responsabilité, à la fois sur le développement de l'application, mais aussi sur les briques de sécurité qui sont autour de ces applications. Donc pour rebondir sur ce que Sylvain a indiqué, hein, votre organisation à un instant T, sur la base de l'assessment, hein, donc vous faites l'état des lieux en termes de sécurité, là où vous avez des difficultés potentiellement, comment vous êtes organisé, structuré, et en fonction de ces éléments-là, c'est là où vous allez définir effectivement un plan d'action, soit adapter votre organisation pour apporter effectivement plus de sécurité sur tel et tel volet, et c'est cela en fait qui doit être une démarche itérative. Et aujourd'hui, si je prends quelques exemples des différents CSP, mais si je prends l'exemple d'AWS, les services de sécurité, je ne vais pas dire qu'ils en sortent toutes les semaines, mais aujourd'hui, à minima, il y a au moins 2 à 3 services qui sont sortis par an. Donc, il ne faut pas se dire, il y a un autre terme qu'on emploie parfois lorsqu'on démarre notre migration sur AWS, c'est la construction d'un landing zone. Bien entendu, quand on construit la landing zone, donc la plateforme d'atterrissage, ou ce que j'appelle moi le data center virtuel, lorsqu'on construit celui-ci, bien entendu, le volet sécurité est primordial et on le prend en compte. Mais des éléments qui sont construits à un instant T, 6 mois après, vous pourrez être amené à revenir dessus. C'est cette capacité-là qu'il faut avoir pris en compte lorsque vous démarrez et que vous évoquez les volets de sécurité sur AWS ou sur un autre CSP, c'est que les différents cloud providers prennent en compte les remarques des clients et proposent et adaptent effectivement les services. Aujourd'hui, la sécurité chez AWS, c'est quelque chose qui évolue et certains services qui n'étaient pas disponibles il y a 3 ans le sont maintenant, et aujourd'hui, il y a encore peut-être des lacunes qui seront comblées peut-être dans 1, 2 ou 3 mois. Donc c'est ça qu'il faut vous dire. Donc il faut vraiment, en termes de méthodologique, lorsque vous travaillez justement sur la sécurité dans le cloud, il faut réellement avoir une démarche itérative. Et les standards du Scrum... Pardon. Oui, vas-y Nathalie. Non, il y avait une question, mais je te laisse terminer ta phrase, excuse-moi. Ah bah, tu peux poser la question. D'accord, ok. Donc, rebondir dans les différents piliers, mais oui. Le pilier Zio d'une affaire, bien entendu, c'est la sécurité. Et de toute façon, si vous avez eu l'occasion d'assister à plusieurs événements Azure ou AWS, de toute façon, le premier élément qui est mis en avant, c'est bien entendu la sécurité. Et on entend parfois des éléments en disant non, mais c'est pas sécurisé sur le cloud. C'est pas que ce n'est pas sécurisé, c'est l'usage qu'on en a fait qui n'est pas sécurisé. Et toutes les briques de sécurisation sont là. Hein. D'ailleurs, il y a une question une liste de services. Une personne demande si effectivement il y a une certaine homogénéité des solutions de sécurité entre les différents fournisseurs cloud. Alors non, c'est pas le cas. Ils ont tous leurs spécificités, ils ont tous leur manière de voir les choses. Je l'expliquais tout à l'heure avec AWS qui aime bien avoir beaucoup de briques qui peuvent s'interfacer les unes avec les autres et qui permettent de construire sa propre solution. Quand on est plutôt côté Azure, Azure aime bien rassembler les outils en un seul et donc avoir des solutions un peu plus tout en un. C'est une histoire de philosophie dans le cloud. Côté AWS, ils sont vraiment très briques, presque élémentaires, et côté Azure, ils aiment bien les services très intégrés. Donc, la nuance est, si vous faites de l'AWS, c'est plus complexe et plus difficile à mettre en place, mais c'est plus malléable. Si vous faites de l'Azure, vous avez un service qui est quasi clé en main, mais si vous sortez du cas d'usage prévu par Azure, c'est un petit peu plus compliqué de mettre en place de bonnes interfaces et de bonnes briques de sécurité. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la même typologie d'usage. Et d'ailleurs, ça fait penser qu'une fois qu'on a fait la partie assessment de maturité, donc essayer de voir où on en est, on va aussi essayer de trouver quelle est la liste d'outils que l'on va utiliser chez son fournisseur de cloud en rapport avec la liste d'outils que l'on a actuellement sur son usage on-prem classique. Et ça, bien faire attention à ça, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles, à la fois des outils fournis par les fournisseurs de cloud et aussi des outils qui sont extérieurs aux fournisseurs de cloud. On va trouver des outils qui permettent de paramétrer et d'avoir une vue globale de son ou de ses fournisseurs de cloud. Je rebondis sur le fait que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du multi-cloud. Si vous faites du multi-cloud, ça veut dire qu'il va falloir, à un moment ou à un autre,
regardez les outils de sécurité que vous avez dans votre premier fournisseur de cloud et regardez les outils de sécurité que vous avez dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. Alors, ça peut arriver qu'il y ait jusqu'à 4 fournisseurs de cloud dans une même entreprise. Ça dépend des rachats et de la vie de la société. Et aussi, je rajouterais qu'on peut regarder s'il y a des interconnexions possibles entre ces différents outils pour simplifier la gestion entre les différents clouds. Tout à fait. Et pour compléter également ce que Sylvain a indiqué, de manière générale aussi, tous les services de cloud proposent quand même que ça soit du chiffrement, que ça soit de l'authentification, que ça soit de la détection d'intrusion, etc. Je dirais le cœur modèle de la sécurité est proposé, que ça soit sur Azure ou AWS. Ils ont tous un équivalent. Après, je partage ce que Sylvain a remonté sur la façon de les concevoir. On est vraiment sur une brique de Lego côté AWS où il faut effectivement concevoir les composants, aller chercher les différents services pour avoir un ensemble d'un écosystème sécurisé dans son ensemble. Sur Azure, effectivement, c'est plus user-friendly ou drag and drop, mais ça vous limite à certains usages pour autant. Il y avait une réflexion effectivement dans le chat en disant que les outils de sécurité des cloud providers ont aussi un coût, donc c'est à prendre en compte également. Donc, alors, je vais nuancer le propos, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens où, par défaut, les fournisseurs de cloud vous fournissent des outils de sécurité. Je pense côté Azure à tout ce qui est Network Security Group, ou côté AWS, tout ce qui est Security Group. Vous avez aussi donc ça, c'est la partie firewall, assez classique, pas forcément très compliqué à mettre en place, mais qui fait pas d'analyse, peu d'analyse. Les outils qui font simplement de la défense, que ce soit c'est Azure, AWS, AliCloud ou GCP, sont gratuits. Par contre, les outils qui font de l'analyse et qui sont capables de vous remonter des métriques, qui sont capables de vous détecter des attaques ou des intrusions, eux sont payants. C'est vraiment là que se trouve la nuance sur la sécurité dans le cloud, c'est que par défaut, votre firewall, votre gestionnaire d'identité, il va être gratuit ou quasiment gratuit. Par contre, les outils qui font du tableau de bord, qui vous permettent d'avoir des vues consolidées, là, on est sur des outils qui sont payants. Et oui, c'est pas donné, on est bien d'accord. Il n'y a pas de... Oui, l'exemple qui est pris par Benoît, je pense aux outils optionnels, quelques GuardDuty, Security Hub, effectivement, c'est pas des coûts négligeables. Mais c'est comme tout, c'est quoi l'investissement minimum en sécurité ? Et oui, bien entendu. Et après, de toute façon, lorsqu'on parle de cloud, que ça soit de la sécurité ou tout autre sujet qui gravite autour du cloud, il faut avoir un volet FinOps également. Bien entendu, si vous ouvrez les vannes, vous utilisez tous les services de sécurité, bien entendu, il va y avoir un coût. Mais après, il faut les exploiter, la donnée. Et on rebondit également sur l'organisation. Il y a une multitude de services. Si vous cliquez sur tous les boutons, vous allez avoir effectivement une multitude d'éléments qui sont remontés. Plein de choses plus que pertinentes. Pour autant, si vous n'avez pas le staffing derrière, l'organisation adaptée, pour réagir à ces éléments-là, ça n'a pas d'intérêt. Et je rajouterais même la bonne configuration de ces outils, parce que par défaut, ils ne sont pas forcément adaptés à votre manière de travailler dans le cloud et à votre manière d'utiliser le cloud. Donc, bien aussi faire attention quand on fait sa phase de calcul de maturité pour voir où on en est, à bien voir quels sont les outils qu'on utilise, comment on les utilise et à quel but on les utilise. Ça, c'est vraiment important de bien faire attention à cette phase-là, parce que ça va vous donner des directions pour utiliser tel ou tel outil. Et donc, ça va aussi vous donner des directions, comme le disait Christophe, pour le coût. Parce que ne pas activer un outil qui peut coûter extrêmement cher, je pense par exemple à Security Hub qui n'est pas donné, ça vous permet de réduire éventuellement vos coûts. Si vous avez un outil qui chapeaute l'intégralité de vos clouds et qui permet d'agréger l'intégralité des métriques de sécurité que vous n'avez pas forcément besoin des outils qui font la même chose chez votre fournisseur de cloud. Ok. Est-ce que vous voulez peut-être échanger justement sur les différentes typologies d'outils, peut-être ? Alors Christophe en a beaucoup parlé, je pense qu'on peut parler d'identité, il me semble. Loïc, tu avais des choses à ajouter. Oui, tout à fait. Donc le cloud offre quand même beaucoup de solutions dans tout ce qui est gestion d'utilisateurs. On va pouvoir gérer avec beaucoup de granularité tout ce qui est autorisation, ainsi que aussi l'authentification
où grâce au cloud, on va pouvoir, par exemple, mettre des accès conditionnels sur le lieu de connexion de l'utilisateur, ce qui va aussi rentrer un peu en compte avec la compliance pour limiter l'utilisation de ressources dans certaines régions. Et chez Azure, on a la chance que cet outil est plutôt bien centralisé avec Entra ID. Est-ce que tu parlais pour AWS, Sylvain? Alors, j'allais ajouter justement sur Entra ID, le nouveau nom d'Azure AD, c'est le fournisseur d'identité qui est pas universel mais pas loin, c'est quand même le plus utilisé. Quand on est chez Azure, on peut faire de l'Entra ID et seulement de l'Entra ID. Quand on est chez AWS, on peut faire de l'Entra ID plus d'autres fournisseurs qui savent utiliser des jetons SAML. Quand on est chez GCP, c'est la même chose que chez AWS. On peut utiliser Entra ID, mais aussi tous les autres fournisseurs qui sont capables de faire du jeton SAML. Et pareil chez AliCloud. Il y a une nuance qui n'est pas négligeable de ce point de vue-là côté Microsoft. Microsoft, on fait forcément de l'Entra ID pour la gestion de ses identités. Chez les autres, ils s'interfacent avec des fournisseurs d'identité. Et derrière, ça vous permet d'appliquer ce qu'on va appeler un modèle RBAC. Donc, d'appliquer un modèle à chaque utilisateur ou à chaque groupe d'utilisateurs. D'ailleurs, que ce soit Azure, AWS, GCP ou AliCloud, ils recommandent tous la même chose. Appliquez vos modèles de sécurité, non pas à l'utilisateur, mais au groupe d'utilisateurs. Ça, c'est un petit conseil au passage. Ça vous permet derrière d'éviter d'avoir des profils trop pointus et trop spécifiques. Et donc, vos fournisseurs de cloud savent parfaitement où sont... vos fournisseurs de cloud savent parfaitement s'interfacer avec des fournisseurs d'identité autres, Microsoft mis à part. Et je te laisse rebondir sur la partie autorisation, Loïc. Oui, et aussi on peut rajouter que grâce au cloud, sur la partie autorisation, on va pouvoir donner des accès dans le temps et donc limiter l'utilisation de certains droits qui peuvent être à haut privilège. Je ne sais pas si dans AWS il y a des choses équivalentes, Sylvain ou Christophe, sur le just-in-time. Christophe, tu veux rebondir? C'est la partie en fait switch de contexte. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, aujourd'hui, sur cette partie-là, gestion des accès conditionnels, etc., d'un côté ou de l'autre, aujourd'hui, il propose toutes les solutions. Côté AWS, côté IAM, Identity Access Management, on peut bien entendu piloter les accès et il y a un autre compte, un autre service qu'on n'a pas utilisé ou qu'on n'a pas présenté, qui est la partie AWS Organisation. Vous faites le couplage AWS Organisation, AWS Identity Access Management. De là, vous définissez vos rôles à attribuer à vos différents collaborateurs et l'accès conditionnel, bien entendu, des accès temporaires sont également possibles. Et on évoquait un moment l'accès aux bastions. Oui, historiquement, on avait tendance à utiliser des solutions tierces ou mettre à disposition une simple instance EC2. Aujourd'hui, il y a différents services qui permettent potentiellement de bypasser ces services-là, et qui sont des services managés. Je prends l'exemple de SSM ou de Session Manager sur AWS. Aujourd'hui, la nécessité d'avoir réellement un bastion ou des solutions concurrentes, pas concurrentes, mais comme type Walix, qui apporte d'autres avantages avec enregistrement, etc., qui aujourd'hui sur AWS, à ma connaissance, il n'y a pas de service d'enregistrement, mais vous avez la capacité effectivement de gérer ces accès-là. Tout est audité au niveau CloudTrail, mais je ne pense pas que l'enregistrement des datas puisse être joué, ou tu me contredis. Alors, je suis désolé de te contredire, mais si, il y a bien de l'enregistrement de session dans Session Manager. C'est une option payante qui existe et ça envoie les sessions dans un bucket S3. Pour la partie Windows et pour la partie Unix, ça envoie des logs, tout simplement, de l'activité. Donc si, c'est récent, on est d'accord, mais ça existe. Et ça existe aussi dans Azure Bastion. Je ne connais pas la fonctionnalité exacte côté Azure Bastion, mais on n'est pas obligé d'aller utiliser un CyberArk ou un Walix pour avoir la fonctionnalité d'enregistrement de ces sessions. D'où le fait que ça bouge très vite, que ça évolue très vite, effectivement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Christophe disait qu'on avait 3 services ou 4 services de sécurité qui étaient lancés par an, c'est exactement ça, ou alors on a des évolutions des services de sécurité qui sont déjà existants. Ok. Il y a d'autres piliers d'outils, d'autres catégories d'outils dont vous voulez parler ?
Moi, je pensais à un outil. Alors, c'est les protections de vos sites web. Là, on va parler CloudFront, Frondor, côté Azure et côté AWS. Ce sont des outils qui sont souvent un peu tout en un, qui sont pratiques parce que ça vous permet de sécuriser l'exposition de l'ensemble de vos sites web. Alors, par exemple, chez Synapsys, c'est le cas. Hein, le site web au hasard Synapsys Group, il est protégé par un Frondor et ça sert derrière à auditer. Et donc, dans cette catégorie, donc qu'on soit côté CloudFront ou côté Frondor, on va trouver les mêmes typologies d'outils que ce qu'on avait on-prem, mais rassemblés en un seul morceau. Donc, on va trouver à la fois du firewall, du WAF et de l'IDS, ce qui est plutôt pratique. Et l'avantage d'avoir un fournisseur de cloud comme Azure ou comme AWS, c'est que derrière, on a des équipes qui sont mondiales et pas locales et qui savent et qui ont l'habitude de répondre à des problématiques de sécurité qui sont d'ordre important. C'est-à-dire que protéger un grand nombre de sites web, c'est leur métier en fait. Et c'est avantageux pour ça d'aller utiliser les capacités de son fournisseur de cloud. Alors c'est très vrai chez Azure, c'est très vrai chez AWS. Je ne sais pas pour GCP et pour les clouds. Mais ça permet d'avoir des protections qui sont très avancées parce que une faille ou une typologie d'attaque détectée sur un site web A qui est hébergé par exemple chez AWS permettra de protéger tous les autres qui sont éventuellement exposés de la même manière. Donc, bien penser aussi au fait que vos fournisseurs de cloud savent tous mutualiser les ressources et les typologies de défense qu'ils peuvent mettre en place. Et vous envoient des alertes. Un exemple tout simple, hein, je pense que vous avez tous pris connaissance il y a quelques années de l'attaque sur le plugin Log4j. Bah, en fait, je pense que au moment où ça a été publié, les différents CSP avaient déjà appliqué le correctif. On a beaucoup parlé effectivement comment dire, d'AWS et d'Azure, hein, mais il y a d'autres fournisseurs également pour gérer ces protections-là, par exemple Cloudflare, hein, et justement, c'était à peine publié que le correctif était déjà mis en place. Donc imaginez-vous, hein, dans le bas de combat, faut effectivement patcher tous vos services, faut s'assurer que la librairie Log4j a bien été mise à jour. Là aujourd'hui justement, ces gros acteurs vous limitent grandement les interventions nécessaires. Ça ne veut pas dire que pour autant il ne faut pas mettre à jour vos différents plugins ou les différents composants sur lesquels il y a une faille. Hein. Mais aujourd'hui vous avez déjà, et ça rebondit sur le Zero Trust, hein, vous avez déjà une première frontière sur laquelle les experts du marché qui aujourd'hui Cloudflare, hein, je pense que c'est 30% du trafic mondial. Vous doutez bien qu'avec 30% du trafic mondial, il faut bien qu'il soit bien en avant par rapport aux autres. Et aujourd'hui, si vous êtes dans une infrastructure, vous n'êtes pas encore sur le cloud ou vous commencez à démarrer, vous pouvez justement vous dire, moi j'ai mon site vitrine, c'est le premier élément à sécuriser. C'est le premier élément à sécuriser parce qu'aujourd'hui, il est perfectible. On n'a pas encore démarré notre plan de migration sur AWS, sur Azure ou sur tout autre CSP. Vous pouvez vous dire, on va peut-être commencer par le site vitrine parce que c'est le premier qui est exposé. Et vous mettez les premières briques, et ça, en démarche test and learn, quick win, assez rapidement, vous pouvez être sécurisé et vous verrez vite les valeurs ajoutées que ça va apporter. Et en plus, ça vous permet de centraliser toutes les informations que vous avez à l'intérieur d'un... alors, ça a différents noms, ça peut s'appeler un agrégateur ou un puits de log. Il me semble, Nathalie, que tu avais un sondage à ce sujet. Oui, exactement. D'ailleurs, je peux le lancer, mais si vous voulez... commenter aussi en live et pas forcément parler en parallèle, Christophe. Hop, donc voilà, je vous ai soumis effectivement le sondage. Donc, l'idée de l'agrégateur de métriques de sécurité, c'est vraiment de collecter l'ensemble des métriques que l'on a de sécurité. Alors, comme on l'a indiqué, je crois que c'était Benoît tout à l'heure qui qui parlait de Security Hub. C'est exactement à ça que sert Security Hub chez AWS. On a Azure Security Defender qui sert exactement à la même chose côté Azure. Par contre, les deux ne savent pas se parler. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir les deux agrégés, vous n'avez pas forcément besoin de Security Hub ou de Azure Security Defender. Vous pouvez avoir besoin d'une autre brique qui sera fournie par un éditeur tiers. On peut penser à Datadog ou à d'autres éditeurs qui vont être capables de vous fournir
un agrégateur qui va vous remonter l'intégralité des métriques de vos différents CSP dans le même tableau de bord. Et donc ces tableaux de bord sont très 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 utiles à utiliser, et ça permet en termes de sécurité de remonter et de centraliser aussi l'information de sécurité. Après, les métriques qui sont à l'intérieur sont à définir, donc il faut aussi, quand on fait ça, on revient sur la phase d'assessment de maturité, il faut savoir ce que l'on veut suivre comme métrique de sécurité. Et comme indiqué tout à l'heure, c'est itératif, donc on peut en rajouter. Et Très aussi, bien. l'avantage de ces outils tels que Defender, c'est qu'on va pouvoir recevoir des recommandations sur comment améliorer notre sécurité. Qui peut être utile tous les jours. Oui. Ok. Et justement, Amazon Detective, par exemple, va vous proposer de l'analyse de ces métriques-là pour potentiellement vous dire, bon, attention, cette métrique-là elle correspond à tel et tels éléments, et si vous n'êtes pas dimensionné, si vous avez déjà un SOC, je pense que ce qu'on vient de vous présenter là, ça vous parle totalement, Security Operating Center. Si votre structure est de taille intermédiaire ou plus petite, je ne pense pas que c'est des choses que vous avez mis en place, pour autant c'est nécessaire. Mais c'est comme tout, on y va, on itère, on adapte l'organisation, la manière de sécuriser nos infrastructures en fonction effectivement de notre organisation et de la structure de notre entreprise. Pour autant, tous les modèles qui sont présentés, il faut juste trouver le bon niveau de curseur. C'est toujours une question de niveau de curseur. Bien entendu, en banque ou dans des grandes structures, il y a un Security Operating Center avec toute une équipe opérationnelle derrière qui analyse effectivement l'intégralité de ces éléments-là. Sur des structures de taille intermédiaire, ou si vous êtes une start-up ou une école ou autre, effectivement, vous avez pour autant la possibilité, et les différents CSP vous proposent un premier niveau d'analyse justement pour vous faciliter le travail. Ok, je comprends bien. Donc, merci à tous. Effectivement, il y a plein de choses très intéressantes qui ont été évoquées aujourd'hui autour du modèle de responsabilité partagée, de la philosophie un petit peu zéro trust, des différents piliers de la sécurité. Vous avez parlé de sécurité périmétrique, l'usage de certificats, la gestion des droits, le chiffrement, et puis beaucoup d'outils finalement à disposition, que ce soit de tous les fournisseurs de cloud. Et Christophe, tu avais parlé également de la méthodologie, notamment de la démarche itérative qui était nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés? Peut-être les étapes de mise en place, Sylvain, je ne sais pas. Oui, alors les étapes de mise en place, on les a distillées au fur et à mesure, mais on en a parlé un petit peu. C'est vraiment d'abord évaluer où est-ce qu'on en est dans sa sécurité, donc avoir une évaluation de son organisation. Après, on va lister les outils que l'on utilise on-prem, éventuellement les outils aussi que l'on utilise déjà dans le cloud. En troisième étape, on va passer sur la définition de ce que chaque utilisateur a besoin en termes d'outils de sécurité. On va pas présenter la même chose à un développeur et à un RSSI. C'est pas tout à fait la même typologie de profil. Et enfin, pour chacune des problématiques de sécurité, on met en place un plan de remédiation. Et donc, ce plan de remédiation refait repartir dans une étape de maturité. Donc, en fait, on itère régulièrement sur une audit continue de sa sécurité. Et c'est bien pour ça que la sécurité n'est pas figée et est forcément itérative. On doit forcément itérer régulièrement. Alors, la durée de ces itérations, j'ai un peu tout vu. J'ai vu dans des boîtes, dans des sociétés qui faisaient du militaire, qui avaient des itérations qui étaient d'un mois, dans d'autres cas, par exemple dans le monde bancaire, avec des itérations d'une année. Ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel on est. Mais dans tous les cas, ces itérations sont absolument nécessaires pour remettre en cause sa sécurité, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui croit qu'elle est bien sécurisée, parce que les personnes sont persuadés d'être dans leur bastion, que rien ne va se passer, et en fait, il y a la porte d'entrée qui est entrouverte et tout le monde rentre. Donc ça peut arriver aussi ce genre de problématique. Bien prendre en compte le fait que la sécurité, ça évolue en permanence et qu'il faut toujours revoir l'état de sa sécurité. On a des exemples. Je t'en prie, vas-y. Ouais, non, il y a un autre élément, et tester, éprouver, tester vos modèles. C'est le meilleur moyen, effectivement, d'identifier les faiblesses. Et comme Sylvain peut l'indiquer, rien n'est infaillible. Et la question de fond, c'est de savoir quand est-ce que potentiellement et comment on va réagir. Et vraiment, comment on réagit sur un incident, c'est là aujourd'hui qui va vous différencier des autres.
aujourd'hui, on le sait très bien, je pense qu'il y a encore eu une annonce il y a quelques temps, hein, même Microsoft a pu se faire attaquer. Aujourd'hui, on se dit, bah voilà, n'importe qui aujourd'hui, et personne n'est infaillible. La question de fond, c'est de se dire comment on réagit par rapport à ces éléments-là. Donc on a très peu parlé, mais quand on parle de sécurité, il y a également la notion de disaster recovery, c'est une fois qu'on s'est fait attaquer, bah, comment on réagit? C'est quoi notre plan de restauration? Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on récupère un crypto miner? Bah ouais, bah ok, bah il faut restaurer notre système d'information. Est-ce qu'on l'a identifié au bon moment? Parce que bah, nombre de fois où si on le détecte un mois après, ah bah manque de chance, la rétention elle était à 30 jours. On a tout perdu. Ça Donc peut c'est arriver, vraiment oui. tester, prouver le modèle et tester également votre organisation, voir comment vos gens réagissent. Je pense que les tests de phishing, c'est ultra démocratisé, hein. Je pense qu'aujourd'hui, dans presque toutes les entreprises, on fait régulièrement des tests de phishing, puisque bah, nos end-users indirectement sont moins sensibilisés à la sécurité, ce qui permet indirectement de les faire monter en compétences et de les sensibiliser davantage là-dessus. Mais même, faut pas croire que nous tous ici informaticiens, hein, on est infaillibles, loin de là. Et donc, il faut tester régulièrement nos systèmes pour voir là où sont nos faiblesses. Et c'est ça qui vous permet de prioriser les éléments sur lesquels vous devez travailler. Et on revient sur les itérations, en fait, et la gestion de sa maturité pour savoir où on en est dans son usage des services de sécurité. Ok. Donc c'est très vaste et très large, et on a vraiment beaucoup de briques qui sont fournies par nos fournisseurs de cloud qui permettent d'activer rapidement des fonctionnalités de sécurité. Le petit défaut, c'est que parfois elles sont très chères. L'avantage, c'est qu'elles se déploient entre quelques secondes et quelques minutes. Mais ça, c'est un avantage du cloud. N'hésitez pas à poser vos questions, on arrive sur la fin. Je ne sais pas si vous voulez faire peut-être un tour de table, peut-être pour synthétiser un petit peu ce qui s'est dit, les éléments forts un petit peu de l'échange qu'on vient d'avoir. Sylvain, tu veux peut-être démarrer? Bah, moi, je vais redémarrer sur vraiment les 4 phases pour savoir où est-ce qu'on en est dans sa sécurité. Donc vraiment, la gestion, d'abord évaluer l'état de sa sécurité, après voir quels sont les outils qu'on utilise, ensuite voir qui utilise quoi et comment dans sa sécurité, et enfin mettre en place des plans de remédiation réguliers. C'est vraiment ce que disait Christophe aussi tout à l'heure, c'est vraiment tester dans ces plans de remédiation. À chaque fois que l'on met en place une remédiation, on met au passage en place un test de la remédiation. Très bien. Et un point qu'on n'a pas partagé également, là c'est pas une synthèse, mais c'est un élément. On a tendance, lorsqu'on va sur le cloud, de vouloir dupliquer ce qu'on avait effectivement sur nos ressources on-premise. C'est pas une bonne pratique. Ça peut être une pratique de manière temporaire, mais par expérience, c'est pas la meilleure des pratiques. Pour la simple et bonne raison que bah, tout l'intérêt à travers les différents CSP et ce qu'on met en avant, hein, je pense que vous n'êtes pas sans savoir tout ce qu'on appelle les automatisations, l'infrastructure as code. Si vous arrivez avec vos appliances historiques de sécurité pour les mettre sur vos cloud providers, Ça va pas vous bien allez se entre passer. guillemets limiter l'agilité et tout ce que les CSP vous proposent, indirectement ça va ajouter des freins à vos équipes. Et aujourd'hui, tout l'avantage d'aller, que ça soit sur Azure, AWS, GCP, vous allez fortement le limiter. Donc aujourd'hui, d'où l'intérêt de former vos équipes. On n'a pas parlé, mais quand on parle de formation sur AWS, sur GCP, etc., le volet sécurité est également important. Donc il C'est y a la toujours moitié. une culture, exactement, organisationnelle. Formez vos équipes, tester, éprouver et itérer. Et accepter de se dire que les fondations, ce que vous avez construit à un instant T, vont évoluer dans le temps et de manière assez régulière. Sylvain parlait en fonction des structures, 1 mois, 1 an, etc. C'est à vous de trouver le niveau de curseur par rapport à cela. J'ajouterai un petit exemple sur les outils qui sont mis à disposition par nos fournisseurs de cloud préférés. Mettre en place une infrastructure à clé publique, PKI presque en français, c'est extrêmement compliqué. Qu'on soit chez Azure, AWS, GCP ou les clouds, elle est disponible de base avec une autorité racine que l'on peut choisir soi-même, c'est-à-dire que vous n'aurez qu'une seule chose à faire, c'est envoyer votre autorité racine chez votre fournisseur de cloud. Vous pouvez la sécuriser dans un HSM séparé ou vous pouvez la mettre dans un HSM mutualisé. Mais c'est beaucoup plus simple de monter
une infrastructure qui vous permet d'émettre facilement et rapidement des certificats. Et surtout, la grosse nuance que vous allez avoir par rapport à une PKI on-prem, c'est qu'elle tient la charge. C'est-à-dire que vous n'avez pas une limitation à X milliers d'appels par jour. Alors, X milliers d'appels par jour, généralement, vu chez différents clients, c'est entre 3 et 4 000. Les PKI qui sont mises à disposition par vos fournisseurs de cloud, on est plutôt en millions d'appels par jour pour le volume total. Donc, cet exemple-là montre que vous n'avez pas besoin d'aller monter vous-même votre propre PKI. Vous pouvez aussi utiliser celle de votre fournisseur de cloud avec vos propres certificats et votre propre autorité. Ce qui simplifie grandement le déploiement. Très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, de nombreux incidents informatiques sont liés justement à un non-renouvellement des certificats. Et si je prends l'exemple d'ACM, si vous déléguez entre guillemets la gestion des certificats couplée à l'usage des services AWS, je mets une petite apostrophe entre guillemets à mes propos, puisque vos certificats se renouvellent de manière automatique. C'est AWS qui va s'en charger. Ce qui est hyper pratique. Vous n'avez pas à vous charger de vos certificats. Ok, intéressant. Merci beaucoup. Loïc, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Moi, je rappellerai juste un peu les piliers qui s'inscrivent dans la méthode qui a été présentée par Sylvain, qui était donc la sécurité périmétrique, les certificats, la gestion des droits d'utilisateur et du chiffrement. On a pu en discuter tout au long de cette table ronde en se baladant entre les différents piliers. Et je pense qu'il faut vraiment les retenir et s'appuyer dessus pour sécuriser son cloud. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces échanges très riches. Merci à tous pour votre participation à la table ronde. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous contacter aussi en direct pour qu'on puisse y répondre. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Je sais pas, il y a peut-être des questions. Ah non, c'était merci, j'ai rien dit. Non, si vous avez des questions, vous pouvez encore, c'est encore le moment, mais en tout cas, on arrive à la fin. Merci à tous. Très bonne journée, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.